combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il y a ce moment où deux corps s'approchent, un lit, une respiration, une attente suspendue et puis quelque chose se fige. Le souffle se bloque, le ventre se tend, la douleur surgit. Elle se referme. Lui, il ne sait plus comment faire. Et ce qui devait être un moment de plaisir devient un espace d'évitement, un silence lourd, une gêne, de la culpabilité. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de ces douleurs sexuelles féminines que beaucoup vivent mais qui sont encore tabous. Le vaginisme et les dyspareunies, ces douleurs sexuelles qui s'invitent au lit sans y être conviées, celles qu'on confond avec du rejet, avec un désamour, avec un blocage qu'on ne comprend pas, celles qui finissent par isoler, fragiliser et parfois même abîmer les liens dans le couple. Ces douleurs parlent et je t'invite aujourd'hui à les écouter autrement. Je vais t'expliquer ce que sont vraiment le vaginisme et les dyspareunies avec des mots simples. On parlera de ce que le corps cherche à dire quand il se referme au lieu de s'ouvrir. Je te partagerai le témoignage d'un couple que j'ai accompagné pour que tu puisses peut-être t'y reconnaître et surtout on ouvrira des pistes concrètes pour aller vers la réconciliation avec ton corps, avec ton intimité et avec l'autre. Et enfin, je te proposerai un exercice guidé que tu pourras faire chez toi en sécurité pour commencer à retrouver ce lien précieux avec toi-même. Ici, il n'y a rien à prouver, rien à réussir, rien à performer, juste un espace où déposer ce qui est lourd, ce qui fait mal, ce qui se tait. Alors, je t'invite à t'installer, à respirer et à écouter, pas seulement avec ta tête, mais avec tout ton corps. Pour commencer à comprendre, il faut revenir à la base, parce que souvent, quand on vit ce genre de douleur, on ne sait même pas comment la nommer. On ne sait pas si c'est normal, si c'est grave, si c'est dans la tête ou si c'est juste comme ça. Alors on se tait, on s'adapte et on endure. Mais mettre un mot, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur ce qu'on vit. Avant de pouvoir transformer une souffrance, il faut d'abord la comprendre. Et pour ça, poser des mots précis est essentiel. Dans ma pratique, je reçois beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont envie, mais que le corps ne suit pas, qu'elles se sentent tendues dès que l'autre approche, et pourtant, elles l'aiment. Ce n'est pas contre lui, et souvent, elles n'ont jamais entendu parler de vaginisme ou de dyspareunie. Elles ont juste intégré l'idée que c'est dans leur tête, qu'elles sont coincées ou qu'il faudrait se détendre un peu. Ce sont des phrases qu'on entend encore beaucoup trop, qui ajoutent à la confusion et surtout qui font culpabiliser. Le vaginisme, c'est un réflexe involontaire des muscles du plancher pelvien. Le périnée se contracte fortement dès qu'il y a une tentative de pénétration. Verge, tampon, spéculum,
Mais ce n'est pas un simple problème mécanique, c'est un système d'alerte, une forme de réponse corporelle à une menace perçue, consciente ou non. Et ce qui est souvent déstabilisant, c'est que ce réflexe peut coexister avec du désir. Et oui, tu peux avoir envie d'un rapport sexuel et en même temps que ton corps bloque. Ce paradoxe crée beaucoup de souffrance, tu te sens en échec, tu culpabilises et tu penses que tu n'es pas normal. Mais attention, le corps ne fait jamais ça par hasard. Il protège quelque chose, un trop-plein, une peur, une croyance, une mémoire, parfois très ancienne, parfois inconnue même. Les dyspareunies, elles, désignent toutes les douleurs survenant pendant ou après un rapport sexuel. Elles peuvent être superficielles ou profondes, mais dans tous les cas, elles finissent par impacter le rapport au plaisir, à soi-même et à l'autre. Aujourd'hui encore, trop de femmes endurent. Elles se disent que ça passera, alors elles se forcent un peu, parfois pour faire plaisir, parfois par peur de blesser. Mais à force, le rapport devient quoi ? Juste un moment d'anticipation douloureuse. La tension monte avant même le contact et cela finit par déconnecter totalement le corps du plaisir. En sexothérapie, je vois combien la répétition de la douleur génère une forme de traumatisme sexuel secondaire. Même en l'absence de cause extérieure violente, le corps apprend à anticiper la souffrance et à s'en défendre. Et ça crée un cycle qui donne ça. Douleur, appréhension, contraction, évitement, solitude, tension, puis on revient à la douleur et c'est le cercle vicieux. Je pense ici à une patiente, Claire. Claire, elle a 32 ans et un jour elle me dit les larmes aux yeux, j'ai l'impression d'être un labyrinthe fermé. Chaque fois que j'essaie, j'ai mal et plus je me dis que je ne suis pas une vraie femme. Elle vit avec Julien depuis 6 ans et dans son couple, la sexualité est devenue un sujet tabou. Julien, de son côté, me confie lors d'une séance qu'il n'ose même plus l'embrasser parce qu'il se dit que ça va l'angoisser, alors il attend et il se sent loin d'elle. Ce qu'ils vivent, ce n'est pas rare, et ce n'est pas une question de volonté ni d'amour, c'est un problème de sécurité intérieure, de confiance corporelle, de reconnexion à un espace sexuel où le plaisir est possible sans risque ni pression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sexualité humaine est multidéterminée. Elle dépend de facteurs physiologiques, bien sûr, mais aussi émotionnels, cognitifs, relationnels et surtout, elle est soumise à l'état de sécurité psychique du moment. Le vaginisme et les dyspareunies ne sont pas des caprices du corps, ce sont des mécanismes de régulation. Le corps dit stop là où il ne se sent pas accueilli, respecté et libre. Certaines femmes vivent ces douleurs depuis leur premier rapport. On parle alors de vaginisme primaire. Mais pour d'autres, cela apparaît plus tard dans leur vie. Ça peut être après un accouchement, un épisode de violence, une relation intrusive ou simplement une période de désamour de soi. Ce qu'il faut en retenir ici, c'est que le symptôme est contextuel et qu'en le regardant de plus près, il nous dit quelque chose d'essentiel sur l'histoire affective et sexuelle de la personne. Et toi, j'aimerais bien savoir où tu en es. Peut-être que tu te reconnais dans ces mots, peut-être que tu vis cette douleur, cette peur, cette gêne, ou peut-être que tu es la personne en face, celle qui ne sait plus comment approcher l'autre sans risquer de la faire fuir. Dans tous les cas, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il existe des clés, des chemins de guérison, des approches douces, respectueuses, puissantes. Quand on commence à travailler sur ces douleurs sexuelles, on comprend assez vite une chose. Le corps ne bloque pas sans raison, il n'obéit pas au hasard et il ne devient pas douloureux uniquement à cause d'un déséquilibre hormonal, d'un manque de lubrification ou d'une position mal choisie. Il y a autre chose, quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus intime. En tant que sexothérapeute, je suis souvent amenée à explorer ce que la douleur sexuelle exprime au-delà de l'organe concerné, car ce symptôme sexuel, en réalité, il parle du rapport au corps, du lien au plaisir, de la sécurité ou de son absence dans la relation à l'autre.
Et surtout, il parle souvent d'un moment où la personne a cessé de se sentir libre dans son intimité. Le corps humain, et tout particulièrement le corps sexué, est une mémoire émotionnelle. Il garde la trace des premières fois, des premières caresses peut-être non désirées, des premières fois trop rapides, trop techniques, trop froides. Des premiers regards qui sexualisent trop tôt ou au contraire un silence total sur la sexualité dans l'enfance avec une culpabilité intériorisée. Et puis il y a les traumas plus visibles, les violences, les accouchements difficiles, les agressions, les abus, mais aussi ce que j'appelle les micro-traumatismes du lien, avoir appris très tôt à faire plaisir avec son corps pour être aimé, avoir grandi avec l'idée que son corps ne nous appartient pas vraiment, ou encore avoir associé le sexe à la performance, au contrôle, au don de soi, ou encore comme monnaie d'échange dans la relation. Alors, dans ma pratique, je vais toujours chercher ce que la douleur empêche, mais aussi ce qu'elle protège. Et ce que je vois, c'est que parfois pour une femme, encore aujourd'hui, dire non par la parole est trop difficile. Alors c'est le corps qui dit non à sa manière. Et ce non corporel, il ne dit pas seulement « je ne veux pas ». Il dit que cette femme ne se sent pas suffisamment en sécurité, qu'elle ne sait pas si elle a le droit d'exister dans cette rencontre, qu'elle craint de se perdre, de déplaire ou d'être jugée, qu'elle veut désirer mais qu'elle n'a jamais appris comment faire sans se trahir. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme ou de dyspareunie ne manquent pas de désir. Elles manquent d'un espace intérieur et relationnel où ce désir peut circuler sans peur. Et tant que cet espace n'existe pas, le corps ne peut pas s'abandonner. Il se retient, il se replie, il se contracte, non pas pour punir, mais pour se protéger d'une mise en danger symbolique. C'est pourquoi, dans l'accompagnement thérapeutique, on ne travaille pas uniquement sur la douleur, on travaille sur ce qui empêche l'accès au plaisir, sur les croyances, je dois, je ne peux pas, je suis trop, je ne suis pas assez, et sur les dissociations aussi, ce moment, tu sais, où le corps est là, mais l'âme s'est retirée de la scène. Et on travaille à rétablir une sécurité incarnée pour que le corps puisse à nouveau être un lieu habité plutôt qu'un lieu de combat. Et puis, il y a l'autre, la personne en face, celle qui ne ressent peut-être pas la douleur, mais qui la subit aussi, parce qu'on ne souffre jamais seul dans une relation. La douleur physique d'une partenaire devient souvent une douleur émotionnelle pour l'autre, un silence, une distance, une tension qu'on n'ose plus nommer. Et c'est là que le symptôme sexuel déborde le corps. Il commence à s'insinuer dans le lien, dans la tendresse, dans le quotidien. Il n'y a plus que la douleur au moment du rapport, il y a aussi les non-dits avant et les vides après. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la douleur ne reste pas là où elle est née. Quand la sexualité devient un espace d'inconfort, voire de souffrance, ce n'est pas seulement l'intimité physique qui est touchée, c'est le lien lui-même, c'est la manière dont on se regarde, dont on s'approche, dont on ose ou non entrer en contact. Et peu à peu, ce n'est plus seulement une femme qui souffre au moment des rapports, c'est un couple qui s'éloigne, subtilement, lentement, mais sûrement. Et dans ce retrait, dans ce flou qui s'installe, chacun s'enferme dans ses propres interprétations, ses propres blessures, ses propres peurs. D'un côté, il y a la culpabilité de celle qui souffre, pas seulement la culpabilité d'avoir mal, mais celle bien plus insidieuse de ne plus se sentir désirable, de priver l'autre de moments de plaisir et de rencontres charnelles, de ne plus être assez femme, assez compagne, assez amoureuse et parfois même plus assez aimable. Elle peut se dire des choses du genre « je vois qu'il attend mais j'y arrive pas »,« j'aimerais pouvoir mais mon corps ne veut pas ». Je suis en train de casser quelque chose entre nous. Et dans ce déséquilibre, elle finit souvent par se replier sur elle-même pour ne pas faire face à ce qu'elle croit être un échec. Mais ce n'est pas un échec, c'est un point de rupture du lien qui demande un nouveau langage. De l'autre côté, il y a celui ou celle qui assiste à tout cela sans comprendre,
qui voit la distance s'installer et qui souvent ne sait pas s'il faut attendre, insister, se taire, poser une question ou ne plus en parler du tout. Et alors le désir devient une source d'ambiguïté constante. Est-ce que je la désire trop? Est-ce que je la dérange? Est-ce que je dois cacher mes envies? Ou est-ce que je n'en ai plus vraiment, moi non plus? En sexothérapie, je vois souvent cette dynamique. On commence à éviter les gestes tendres, non par manque d'amour, mais par peur du malentendu. Un baiser peut être interprété comme une demande. Une main posée peut déclencher un malaise. Un « tu es belle » peut faire monter la pression. Et alors le couple entre en inhibition croisée. L'un a mal, l'autre se fige. L'un attend, l'autre s'épuise. L'un se sent coupable, l'autre se sent de trop. Et dans cette impasse, le désir meurt d'inconfort. Le désir n'a plus d'espace pour s'exprimer, il est confondu avec une obligation, associé à une douleur, absorbé par le silence, et parfois même il devient un danger, le déclencheur d'une nouvelle crise, d'une dispute, d'un éloignement supplémentaire. Et c'est là que le travail thérapeutique commence. Ce n'est pas une affaire de technique, ce n'est pas une histoire de position, de lubrifiant, de communication efficace. C'est une question de présence vraie, de réapprentissage du lien, de reconnexion au plaisir sans performance, à la rencontre sans objectif. Et c'est là que je voudrais te partager l'histoire de Julie et Théo. Julie me raconte qu'elle aime que Théo la touche. Elle se sent bien dans ses bras, elle aime sa façon de l'enlacer le matin, le contact de sa peau contre la sienne, ce geste tendre qu'il a parfois, sans rien attendre, parce qu'il est là, avec elle. Elle me dit que c'est précieux et qu'elle ne veut pas perdre ça. Et pourtant, il y a ce moment. Toujours ce moment où le geste devient plus intime, où la main s'attarde, le souffle se rapproche, l'attente monte, et là, tout se fige. Son corps se tend, une douleur monte, parfois comme un coup, parfois comme une brûlure ou juste une crispation qui la traverse de part en part. Son bassin se referme et elle aussi, elle se referme. Et Théo, bien sûr, le sent. Il perçoit ce basculement, ce verrouillage soudain. Alors il s'interrompt, il croit qu'il a mal fait, qu'il a été trop loin, qu'il a franchi une limite sans le vouloir. Julie le voit, elle aussi. Elle voit son regard à lui changer, ses épaules se baisser, ses mains se retirer. Et alors elle s'éloigne, pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle veut le protéger, parce qu'elle se dit que si elle reste trop près, il a du désir, il va essayer encore, et que ça risque de refaire mal. Elle ne veut pas qu'il vive ça, elle ne veut pas qu'il porte sa douleur. Mais Théo ne le comprend pas comme ça, et à force de se voir mis à distance, il doute. Il dit qu'elle n'a plus envie de lui, qu'elle n'éprouve plus rien, qu'elle le rejette. Et Julie me dit presque en chuchotant, comme si elle n'osait pas entendre ce qu'elle exprime, « Je m'éloigne pour ne pas lui faire de mal, et lui, il croit que je ne l'aime plus. » Dans cette phrase-là, il y a tout ce qu'il y a à comprendre du lien qui souffre, tout ce qu'elle ne parvient pas à dire autrement, tout ce qu'elle essaie de gérer seule, en silence, avec courage, et toute cette fatigue invisible qu'elle porte. Théo me dit que tout ce qu'il veut, c'est qu'il se retrouve. Retrouver ce lien simple d'avant, quand se prendre dans les bras ne déclenchait pas d'alerte, quand l'intimité ne faisait pas peur. Mais aujourd'hui, il ne sait plus ce qu'il a le droit de faire. Il dit qu'il avance à tâtons, qu'il anticipe tout, qu'il se demande à chaque geste « Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que ça va la braquer ? Est-ce que je vais lui faire mal ?» Alors il finit par ne plus rien faire, par peur de la blesser, par peur de l'éloigner encore plus, et il me confie « Je suis là, mais je ne sais plus comment être là avec elle. J'ai peur de mal faire, mais ce qui me fait encore plus peur, c'est de devenir transparent. » Il se tait. Julie ne dit rien, mais dans sa posture, quelque chose se relâche à peine, juste assez pour qu'on sente qu'elle l'entend. Elle entend l'homme qui parle derrière le compagnon maladroit. Dans ces moments-là, ce n'est pas juste un symptôme qu'on accompagne, c'est un couple suspendu. 2 personnes encore pleines d'amour, mais déconnectées de l'intimité, non pas parce qu'ils ne veulent plus, mais parce qu'ils ne savent plus comment se retrouver, sans crainte de déclencher une tension, un malentendu, une nouvelle blessure. Et ce qui est le plus frappant ici, c'est ça. Chacun vit dans une retenue pleine de bonne volonté, de délicatesse, de tendresse même, mais à force de vouloir bien faire, de vouloir ménager,
de vouloir être à la hauteur, ils n'osent plus rien faire du tout. Alors, en thérapie, je leur ai proposé de tout recommencer depuis le début, mais un début qu'on ne leur avait jamais appris à vivre, un début où on se touche sans chercher à obtenir, où l'on se regarde sans attendre de réponse, où l'on est ensemble sans pression, sans enjeu, sans chronomètre. Un début où on ne cherche plus à faire, mais simplement à être là. Petit à petit, Julie et Théo ont réappris à se rejoindre, à se prendre dans les bras sans peur de la suite, à poser une main sur une joue, un ventre, un dos, sans que ce geste devienne une attente. Ils ont redécouvert ce que c'était que sentir l'autre contre soi, sans avoir à le séduire, de ressentir le lien, sans se demander s'il va y avoir un rapport. Ils ont réappris à s'écouter dans le silence, à accueillir ce qui était là, même si ce n'était pas clair, pas fluide, pas encore guéri, à ne plus vouloir forcer le corps, mais à respecter ses rythmes. Et c'est dans cette lenteur-là, dans cette présence-là, que quelque chose a commencé à cicatriser, pas seulement dans le corps de Julie, mais dans l'espace entre eux. Souvent, on croit que ce qui sauve un couple, c'est le retour de la sexualité comme avant. Mais moi, ce que je vois, semaine après semaine, ce qui sauve vraiment, ce qui transforme, ce qui répare le lien, c'est la capacité à recréer un lieu commun, un espace où chacun peut revenir à soi, sans devoir prouver quoi que ce soit, un espace où l'intimité n'est plus un test à passer, mais un lieu à habiter et à réinventer ensemble. Ce que je veux te dire maintenant, c'est que oui, le vaginisme et les dyspareunies peuvent se soigner, mais pas avec une solution miracle, pas avec une technique toute faite, pas avec un mode d'emploi du plaisir. Ce qui soigne, c'est un chemin intime, patient, respectueux, un chemin qui passe par le corps, par le lien, par l'émotion. Parce que guérir, ce n'est pas seulement faire disparaître la douleur, c'est réapprendre à écouter son corps autrement, c'est sortir de la culpabilité, du contrôle, de cette peur de ne pas être comme il faut, c'est déconstruire les peurs, les croyances, les injonctions, et c'est aussi et surtout réhabiliter la sécurité intérieure, créer en soi un espace où le désir n'est plus un danger, où le plaisir n'est plus une épreuve, où la rencontre avec l'autre peut se faire sans peur d'être envahi, sans peur d'avoir mal, sans peur d'être jugé. Ce travail, je l'accompagne de manière intégrative avec les outils qui sont les miens. La sexothérapie pour mettre du sens, comprendre ce qui se joue, revisiter les représentations de la sexualité. L'hypnose thérapeutique pour accéder à des zones plus profondes, parfois inaccessibles par la parole seule. Des exercices corporels doux pour revenir au ressenti, pas au mental. Des visualisations guidées pour reconstruire un lien apaisé avec le bassin, le vagin, le cœur. Et quand c'est possible, un travail à deux, en thérapie de couple pour transformer la dynamique relationnelle, sortir des rôles figés, remettre du dialogue et de la tendresse là où il n'y a plus que de la peur. Je propose également des exercices simples à faire chez soi, dans l'intimité, comme poser une main sur son bas-ventre, respirer lentement et répéter à voix basse « Je suis là. Je ne veux rien te prendre. On va y aller doucement, ensemble. » Ces gestes-là peuvent sembler dérisoires, mais ils changent tout parce qu'ils reconstruisent la confiance et parce qu'ils restituent au corps le droit d'avoir un rythme. La sexualité n'est pas un acquis, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une performance à réussir. C'est une relation vivante, mouvante, parfois traversée par des tempêtes, des blocages, des ruptures. Mais c'est aussi un espace qui peut se réinventer, s'adoucir, devenir un refuge au lieu d'être un terrain d'angoisse. Si ce que tu vis aujourd'hui ressemble à tout cela, si ton corps dit non là où ton cœur voudrait dire oui, sache qu'il existe des chemins pour réconcilier l'un avec l'autre. Et si tu sens que tu ne veux plus être seul sur ce chemin, que tu as besoin d'un espace d'écoute, d'un cadre sécurisé pour avancer, je serai heureuse de t'accompagner au cabinet ou à distance, en individuel ou en couple, pas pour te réparer, mais pour t'aider à te retrouver.
Avant de terminer cet épisode, j'aimerais t'offrir un moment pour toi. Un espace un peu différent. Un espace où l'on ne cherche plus à comprendre, mais simplement à ressentir, à écouter autrement, depuis un endroit plus profond, parce que la guérison ne passe pas uniquement par les mots, elle passe aussi par le corps, par des gestes simples, par une attention sincère, posée, non intrusive. Et parfois, il suffit de quelques instants de présence pour que quelque chose commence à respirer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'aller bien, tu n'as pas besoin d'ailleurs de faire quoi que ce soit. Tu peux simplement être là et c'est déjà énorme. Alors si tu le souhaites, je t'invite maintenant à vivre un court exercice guidé, un temps pour te reconnecter à toi, sans attente, sans enjeu, sans pression. Tu vas avoir besoin pour faire cet exercice d'être dans un endroit calme. Alors si ce n'est pas le cas, tu peux y revenir à n'importe quel moment. Je t'invite à t'installer confortablement, assise ou allongée, peu importe. Choisis la position qui te permet de te déposer. Ferme doucement les yeux et ramène ton attention vers l'intérieur, vers ton souffle, vers ton corps, vers cette partie de toi que tu écoutes peut-être si rarement. Prends une grande inspiration et à l'expiration, relâche autant que tu peux. Ce n'est pas grave si ce n'est pas beaucoup, l'intention suffit. Puis doucement, pose une main sur ton bas-ventre, ou les deux si tu préfères, sans forcer, sans chercher à produire une sensation, juste être en contact. Et reste là un instant. Pas pour analyser, pas pour corriger, mais pour être avec. Comme tu serais avec quelqu'un que tu aimes et que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et peut-être, à l'intérieur de toi, tu peux laisser monter ces mots. Je suis là. Je te redécouvre. Je ne vais pas te forcer. On va avancer doucement, ensemble. Tu peux te reposer. Tu n'as rien à prouver. Si des émotions surgissent, laisse-les venir. Tu peux respirer avec. Tu peux pleurer si c'est là. Tu peux sourire. Tu peux aussi ne rien sentir du tout. Ce moment n'est pas là pour réussir quelque chose, il est là pour faire de la place. Pour laisser ton corps sentir qu'il est écouté. Alors, à nouveau, je suis là. Je te redécouvre. Je ne vais pas te forcer. On va avancer ensemble, doucement. Tu peux te reposer. Tu n'as rien à prouver. Reste encore quelques instants avec ta main posée. Respire. Juste ça. Respirer. Et quand tu sentiras que c'est le bon moment, tu pourras ouvrir les yeux, revenir au lieu où tu te trouves, doucement, à ton rythme. Prends encore un instant pour ressentir ce qui est là, peut-être une sensation, une émotion diffuse, un silence un peu différent. Quoi que ce soit, c'est parfait.
et ce que tu viens de vivre est précieux. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi et de l'avoir partagé avec moi. Le simple fait de t'arrêter, de respirer, d'écouter ton corps autrement, c'est déjà un pas vers l'apaisement, un pas vers une intimité plus libre, plus consciente. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une ouverture, une clé, une façon nouvelle de regarder ton lien à toi-même et à l'autre. Et si cela t'a touché, si tu penses que cela pourrait être utile à d'autres, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à semer cette parole là où elle manque encore. Tu trouveras en description tous les liens utiles pour aller plus loin et si tu ressens le besoin d'être accompagné, je suis là, au cabinet ou à distance pour t'aider à retrouver ta voix, ton corps, ton lien. Et puis, je voudrais terminer en te partageant ce qui m'anime profondément. Je crois que c'est ensemble, main dans la main, en osant explorer nos douleurs, nos limites, nos silences, que nous pourrons élever une nouvelle génération, des enfants, des jeunes adultes plus libres dans leur rapport au corps, plus à l'aise avec leurs émotions, plus sereins dans leurs relations. Je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus doux, pas parfait, mais plus conscient, plus aimant, plus humain. Alors si ce message te parle, abonne-toi à ce podcast et viens avec moi. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelle clé, nouveau pas vers toi. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.